Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, il faut qu'on parle déficit public, économie, ce n'est pas des sujets qui sont très réjouissants, mais on a de l'info, puisque depuis hier, on sait que maintenant, il y a un nouvel objectif du gouvernement. Ce ne sera pas 4,4% de déficit public pour 2024, mais 5,1, puisqu'on part de 5,5, ça on l'a largement expliqué. Nouvelle info, c'est 5,1% d'objectif. Là, pour le coup, c'est pas hors de portée. Non mais on est d'accord. C'est pas hors de portée, c'est clair. Et néanmoins, ça nous met en bonne position pour continuer la glissade. En fait, personne ne peut penser que on a fait 4,8 en 2022, on fait 5,5 en 2023, 5,1 en 2024. Personne ne peut penser qu'on sera à 3% 3 ans après, avec Emmanuel Macron qui annonce, selon les jours, 100 millions de dépenses supplémentaires ou 1 milliard selon le sujet qu'il traite. Donc, quand le gouvernement réaffirme son objectif de passer sous 3% en 2027, vous êtes en droit de ne pas y croire. Personne n'y croit. Et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est l'évolution de la dépense publique. On a déjà eu l'occasion de le dire ici, mais en 2024, le plus probable, c'est qu'on va avoir une dépense publique qui sera autour de 56,5% du PIB. C'est 8 points de PIB de plus que la moyenne de la zone euro hors France. Nous sommes 20 dans la zone euro, la moyenne des 19 autres, c'est 8 points de moins. Mais on croît moins vite. On a perdu au cours des 15 dernières années 1/7 de pouvoir d'achat relatif vis-à-vis de l'Allemagne et des Pays-Bas. Ça fait plus de 15%. C'est-à-dire qu'il y a un vrai appauvrissement dans le pays. Et le moins 15%, il n'est pas pour la totalité de la population. Il est porté sur le tiers inférieur en lien avec la désindustrialisation. Il y a des territoires en déshérence. Si on était à 5% de croissance, 5% de déficit, bien, hein. nous donnant 5% de croissance, moi je vote pour. Ce n'est pas le problème. Si on était comme aux États-Unis, ils ont un déficit un peu supérieur. Largement supérieur. Mais avec. Oui, enfin, ils sont à 7. Oui, bah mais, oui. 7. Voilà. Mais simplement, d'abord, ils s'endettent en dollars. Il faut toujours rappeler que l'euro, pour nous, c'est une monnaie étrangère. C'est-à-dire ? Ce n'est pas notre monnaie. La Banque de France est un des acteurs de la zone euro, mais c'est pas, la politique monétaire n'est pas faite par la Banque de France. Par la BCE. C'est par la BCE. C'est très amusant, mais il faut le rappeler, enfin très amusant, c'est très instructif et très, très important. Au temps de Sarkozy, il est élu en 2007, donc de mémoire, ça doit être autour de 2010. Standard & Poor's déclasse la France. Sur le premier déclassement de la France, on perd le triple A. Et les Anglais, à l'époque, qui sont en difficulté aujourd'hui comme nous, mais ne le perdent pas. Sarkozy hurle en disant, mais à l'époque, la situation de l'économie française était marginalement meilleure que celle de l'économie anglaise. Et donc, il demande pourquoi on perd le triple A et pas les Anglais. Et l'agence de notation a répondu parce que vous n'êtes plus maître de votre monnaie, c'est-à-dire que la Banque centrale anglaise peut toujours racheter la dette du Trésor britannique, mais la Banque de France ne peut racheter la dette de l'État français que si elle en a l'autorisation de la BCE. Pour atteindre 5,1% de déficit public cette année, en partant de 5,5, le gouvernement, c'est une nouvelle info qu'on a eue, nous dit il faut 10 milliards d'euros de plus d'économies. On a déjà annoncé, enfin ils ont annoncé 10 milliards en février. Pourquoi baisser de 20 milliards pour passer de 5,5 à 5,1 de déficit? C'est énorme, 20 milliards d'économies pour faire 0,4 points de PIB d'amélioration du déficit sur une année. Enfin, c'est 0,4, mais je pense qu'il calcule par rapport à la tendance. Donc, 0,4 de toute façon pour... 1 milliard, c'est un point de PIB. En 2024, le PIB est à 29 milliards d'euros par point. Ouais. Donc, pour gagner 0,4 de 30 milliards, il faut bien faire 10 milliards d'économies. Ouais. Enfin, ça paraît beaucoup. Vous les trouvez où, vous, ces 10 milliards d'euros de plus d'économies? Parce que, alors, encore une fois, il y aurait une partie des crédits qui seraient gelés au sein des ministères. 5 milliards, 2,5 milliards demandés aux collectivités locales qui disent vous êtes gentils, non. Et le reste sur les énergéticiens. Alors, on a eu un dérapage de la finance publique, de la dépense publique en 2023. Les recettes, nous a dit Bruno Le Maire. Oui, non, mais notamment en lien avec l'immobilier. La dépense a augmenté de 70 milliards pour l'ensemble des administrations publiques l'année dernière.
Donc on aurait peut-être pu contrôler davantage la hausse de la dépense. Et bien sûr, il y a une baisse des recettes, notamment parce qu'il y a eu des effets reports sur l'impôt sur les sociétés. Il y a eu des bonnes surprises en 2022 et des informations décevantes en 2023. Ça peut rebondir un tout petit peu en 2024. Mais le point central, c'est la dépense. Et on a une évolution de la dépense qui est complètement décalée par rapport aux autres pays de la zone euro. Alors vous me demandez où on peut couper. Ouais. Donc on est à 56,5 de dépenses publiques cette année, 34 points de protection sociale. Bah oui. Hein, donc 60% de la dépense, c'est de la protection sociale. Sur les 34 points de protection sociale, vous avez plus de 14 points de retraite et plus de 10 points de Vous faites quoi? santé. Vous désindexez les pensions de retraite? Je pense qu'il ne faut pas désindexer, mais sous-indexer les retraites de l'ordre d'1 point par an. Je pense que... Retraite ou toute prestation sociale? Alors, les retraites, je les traite mieux que le reste. Donc, les retraites, pour moi, c'est inflation moins 1%. C'est retraite et invalidité, puisque les retraités sont retraités et les invalides sont invalides. Il n'y a pas de raison de les sanctionner. Donc, ils sont mieux traités que les autres à inflation moins 1%. Mais tout ce qui est chômage, allocation logement, tout ce qui est prestations compensatoires, c'est gel en nominal. Et là, si vous menez une politique de ce type sur 3 ans de suite, vous avez une économie de plus de 25 milliards au bout de 3 ans. Politiquement, vous êtes mort. Hein. Oui, mais, vous faites ça, vous le savez. Hein. Mais oui, mais si vous le faites pas... La différence entre vous et un politique. Hein. Oui, oui, mais revenons au cas de la Grèce. Bah, la France, c'est pas la Grèce. Hein. Non, mais revenons au cas de la Grèce. Le jour où ça claque, les retraités grecs sous un gouvernement très à gauche qui était Syriza, les retraités grecs ont vu leur pouvoir d'achat baisser de 30% en 2 ans. Donc, est-ce qu'on fait moins 3% sur 3 ans pour éviter le moins 30 ou est-ce qu'on dit on ne peut rien faire? Christian, rappelez-moi à combien s'endette l'État français aujourd'hui? Non, mais l'État français... Mais ce n'est pas le sujet. Il y a urgence? Oui, il y a une urgence parce que plus vous retardez l'ajustement et plus ce sera violent quand il va venir. C'est le risque qui est pris. Alors, je sais, je connais l'économie politique de l'ajustement. Hein. Si c'est vous qui faites l'ajustement, comme vous venez de le dire, vous serez battu aux prochaines élections, possiblement. Mais ça ne vous empêchera pas de continuer votre carrière par la suite parce qu'on verra que c'était vous qui étiez le plus sérieux. Ce n'est pas certain néanmoins, parce que si vous faites l'ajustement que je viens d'évoquer et que dans le même temps, vous favorisez l'investissement des entreprises par une réduction de 10 milliards. Mettons que vous économisiez comme Financez comment vos 10 milliards de baisse d'impôts sur les boîtes? Je viens de vous le dire. Si vous mettez les mesures en place que j'évoque, vous économisez 25 milliards sur 3 ans. Et c'est 25 milliards chaque année après. Ouais. Et si vous baissez sur 3 ans les impôts de production de 10 ou 15 milliards, vous envoyez des messages extrêmement puissants favorisant l'investissement sur le territoire. Et les marchés financiers retiendront quoi? Ils retiendront que vous contrôlez les dépenses de fonctionnement, mais que vous favorisez l'investissement productif. Et donc, vous garderez la confiance des marchés financiers pour continuer de vous endetter à moyen terme à des taux corrects. Ça s'entend. Après, il y a ce besoin, on est en France, Christian, de justice fiscale. Et c'est pour ça que sur les hausses d'impôts, le gouvernement dit non, niet. Jusqu'où il peut tenir encore une fois? Pourquoi ne pas taxer les rachats d'actions par les grands groupes cotés comme le préconise Gabriel Attal? On a aussi le chef des députés Modem, Jean-Paul Mattei, qui nous dit favorable à un relèvement de la flat tax, vous savez, sur les dividendes, le prélèvement forfaitaire qui est aujourd'hui sur les revenus de patrimoine à 30%, l'augmenter à 33%. Alors, par souci de justice, on continue à montrer que tout le monde contribue à l'effort. C'est une erreur. Je pense que si vous voulez augmenter les rentrées fiscales, il faut plutôt passer le forfait fiscal à 25%. Oui. Mais attendez, mais en le rendant obligatoire. Aujourd'hui, vous avez le choix entre le forfait et l'impôt sur le revenu. Ouais, la tranche marginale. Or, vous avez beaucoup de gens qui trichent sur ces revenus. Si vous le rendez obligatoire, c'est
prélevés à la source directement par les entreprises et les banques. Donc vous aurez un surplus de recettes de l'État et surtout... Tout en baissant le taux. Tout en baissant le taux. C'était déjà le cas quand on a mis le forfait fiscal à 30%, on a eu plus de recettes que prévu. Parce que plus de dividendes ont été oui, et parce que les gens reprennent confiance sur le moyen terme. Donc une politique de ce type redonne confiance et réaccélère la croissance. Le deuxième élément, cette politique de finances publiques, évidemment, il faut l'inscrire dans une politique de réindustrialisation. La base des problèmes de la France, c'est l'effondrement de sa production industrielle depuis 20 ans. J'entends, mais encore une fois, il y a ce débat en France et les Français qui sont favorables. Taxer les plus riches, les milliardaires, les multimillionnaires, qui certains parfois, en termes d'impôts, de pourcentage, en pourcentage, payent moins que le Français moyen. Alors c'est faux parce que c'est basé sur un calcul qui est complètement faux, qui est de réintégrer dans les revenus du 1 pour 1000 supérieur les bénéfices des entreprises qui ne sont pas versés sous forme de dividendes, mais qui sont laissés dans l'entreprise et qui permettent d'investir demain. Donc cette approche est complètement délirante. Si vous prenez les impôts effectifs payés par même le top 1% des revenus en France sur les revenus déclarés, la progressivité est colossale. Et je rappelle que depuis pendant longtemps, les 10% de revenus supérieurs en France payaient 70% de l'impôt sur le revenu. Oui. Depuis 3 ans, c'est 75% de l'impôt sur le revenu. Donc les 10% supérieurs sont extrêmement fiscalisés en France. Mais le point central, c'est quoi ? C'est d'accélérer l'investissement, la transition énergétique, une transition énergétique intelligente. Donc, pour faire la transition énergétique intelligente, paradoxalement, il faut faire sauter le zéro artificialisation nette, le ZAN. Pourquoi ? Parce que la réorganisation du système productif autour d'une réindustrialisation verte ne pourra pas se faire avec le ZAN. Pourquoi ? Parce que les terrains sur lesquels veulent s'installer les entreprises des nouvelles technologies ne sont pas ceux des friches qui ont été fermées il y a 50 ans. Donc, c'est une approche globale qu'il faut avoir. Et on sait que pour regagner 5 points de PIB de production industrielle, oui, il faut 50 000 hectares. Ouais. On avait décidé au niveau européen de geler 4% de la surface agricole utile sous forme de friche. J'espère que tout le monde écoute. Ça fait combien d'hectares ? Alors ? J'espère que tout le monde écoute et va retenir le chiffre. Oui, allez-y. Ça fait 1 100 000 hectares. On était prêt à geler 1 100 000 hectares sur lesquels on n'allait rien produire en termes de production agricole. Et on nous dit qu'on ne peut pas trouver 50 000 hectares pour réindustrialiser ce pays. Donc le problème, ce n'est pas un problème de finances publiques, c'est un problème de vision, de stratégie et de volonté. Bon, je reviens sur le plan de l'économie, Christian Saint-Etienne, ce plan d'économie du gouvernement. Non, parce que il est nécessaire, diront certains, ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'un plan d'économie, ça a un impact sur la croissance. L'OFCE nous dit, c'était avant l'annonce de 10 milliards de plus d'économies, 0,2 points qu'on retire à la croissance en France en 2024, qui est déjà chancelante, et 0,6 points sur 2025. Il n'y a pas une logique, encore une fois, comme on l'a connu dans les années 2010, où à force de faire de l'austérité, ça casse la croissance, moins de recettes fiscales, donc plus d'austérité, et on n'en finit jamais, quoi. Et après, c'est un peu mortifère comme... Vous vous en fichez de l'impact sur l'activité de... Absolument pas, mais comme nous sommes dans une émission de professionnels, on va faire une réponse de professionnels. Oui. Si vous baissez bestialement, c'est-à-dire comme le maire l'a fait sur les premiers 10 milliards, où ça a porté sur la transition écologique, l'enseignement et la recherche. C'est le plantage. Maintenant, qu'est-ce que j'ai proposé tout à l'heure ? 25 milliards par sous-indexation des retraites et arrêt de l'indexation des autres prestations. Ceci ne casse pas la croissance, c'est le point clé. Mais il y a des pertes de pouvoir d'achat pour les assurer. Non, mais c'est progressif. M'engueulez pas. Non, mais parce que à travers vous, je parle aux électeurs et je parle aux parlementaires français, je parle aux autres économistes qui racontent beaucoup de sottises, y compris l'OFCE sur ce point. Parce qu'effectivement, si vous coupez sur l'investissement, si vous coupez sur la recherche, évidemment, vous cassez la croissance. Mais il y a une autre dépense qui accélère la croissance, c'est la réforme du chômage.
Troisième réforme en 3 ans, en 4 ans. Oui, mais actuellement, il faut avoir cotisé 6 mois pour avoir droit à... il faut avoir cotisé et travaillé 6 mois pour avoir droit à 2 ans de prestations. Ouais. Si vous passez au régime allemand, qui est pas le bagne, qui est d'exiger d'avoir travaillé et cotisé 1 an avant de recevoir des prestations qu'on limiterait à 18 mois jusqu'à 55 ans. Ça peut être 2 ans à post-55 ans. Mais si vous faites ça, vous remettez sur le marché du travail 300 à 400 000 personnes qualifiées. Vous le savez très bien, vous le voyez autour de vous. Qualifié, vous avez raison, qualifié. Vous avez autour de vous beaucoup de gens qui optimisent leur participation au marché du travail, qui vous disent je vais travailler 6 mois et puis ensuite je prendrai mes 6 mois de chômage. Donc si vous faites ça, vous économisez une dizaine de milliards, si ce n'est 15, sur les allocations chômage, mais surtout, c'est une mesure qui est favorable à l'offre et vous accélérez la croissance. Donc si vous prenez les 3 éléments que je viens d'évoquer, la sous-indexation partielle des retraites et la désindexation des autres prestations, premièrement. Assurance chômage. Deuxièmement, la mesure sur l'assurance chômage. Et troisièmement, dans le même temps, la baisse programmée des impôts de production. Vous pouvez regagner entre 0,5 et 1 point de croissance sur les 5 prochaines années. Bah, c'est Bruno Le Maire qui va être content parce qu'il nous parle lui aussi d'un élan économique puissant pour 2025 et 2026. Oui, mais sauf que lui, il ne propose pas les... Lui attend la baisse des taux d'intérêt de la BCE. Il ne propose pas les mesures qui vont permettre de faire ça. C'est un mauvais ministre de l'économie, honnêtement, ou pas? Ils en pensaient quoi, finalement, 7 ans à Bercy pour aujourd'hui avoir des comptes publics qui sont dans l'état que l'on sait? Alors, je vais vous dire... c'est un personnage sympathique, Bruno Le Maire. Je ne vais pas l'accabler. Il n'a pas été un mauvais ministre de l'économie et des finances. Je pense qu'il a été d'abord un écrivain et un commentateur des évolutions sociologiques françaises et des relations hommes-femmes. Mais il n'a pas vraiment exercé la tutelle de l'économie, des finances et aujourd'hui de l'industrie française. Pourquoi je pose cette question? Même s'il y a un point très positif qu'il faut quand même dire sur Le Maire, il a essayé de sortir les terrains de la réindustrialisation du ZAN. Et il y a eu un arbitrage qu'il a perdu il y a 3 jours à l'Élysée entre lui et Béchu du ministère de l'Environnement, qui s'est opposé à ce qu'on sorte la réindustrialisation verte. On a envie de hurler. On proposait de sortir la réindustrialisation verte du zéro artificialisation net, et Béchu a bloqué le truc. Ce niveau de désintégration mentale est absolument terrifiant. Donc sur ce point, Le Maire était bon, mais pour le reste, il n'a pas vraiment conduit l'économie française depuis 7 ans. Allez, merci pour cet entretien. Signé Christian Saint-Etienne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, merci. Merci.